à venir ne sont pas celles criées depuis les podiums ou en tendance dans les gros titres? Et si les véritables tournants commençaient dans le silence, dans des moments de courage discret, de mémoire ancestrale ou de changements murmurés? Saviez-vous que les agents de santé communautaire en Inde contribuent à plus d'1 milliard d'heures non rémunérées chaque année? Que la Bolivie abrite plus de 4000 variétés de pommes de terre indigènes, certaines plus anciennes que l'Empire Inca? Ou que les anciens araires andins sont encore utilisés aujourd'hui, conçus pour s'adapter aux terrains montagneux mieux que les machines modernes? Ce ne sont pas des hypothèses, ce ne sont pas des études de cas, ce sont de vraies histoires de personnes qui n'ont pas attendu le changement. Elles l'ont incarné. C'est Radiant Reports où nous mettons en lumière le positif. Parce que même dans un monde bruyant, ce sont encore les moments les plus silencieux qui résonnent le plus fort. Le 24 mars 2025, lors d'une petite réunion sous le doux soleil de Kohima, Nagaland, un état montagneux isolé du nord-est de l'Inde, une femme s'est avancée, non pas pour être louée, mais pour offrir une preuve. Elle s'appelle Kenevonuo. Elle a survécu à la tuberculose et a choisi de parler publiquement pour la première fois. Mais pour comprendre pourquoi ce moment est important, nous devons comprendre ce qu'est vraiment la tuberculose. La tuberculose, ou TB, est une maladie hautement infectieuse causée par des bactéries. Elle affecte principalement les poumons et se propage dans l'air simplement en toussant ou en parlant. C'est encore aujourd'hui l'une des maladies infectieuses les plus mortelles au monde. Mais les chiffres seuls ne peuvent montrer ce que cela signifie de vivre avec et d'en sortir. Il y a plus de 100 ans, des scientifiques ont développé le premier et unique vaccin contre la tuberculose. Nous avons des tests pour la diagnostiquer et des médicaments qui peuvent la guérir. L'Inde à elle seule représente plus de 25% des cas mondiaux de TB. Cela représente plus de 2,4 millions de personnes chaque année. Dans des endroits comme le Nagaland, les collines escarpées, la mauvaise infrastructure et la stigmatisation sociale rendent le traitement encore plus difficile. Beaucoup de gens cachent leurs symptômes, craignant la honte ou l'isolement. Pour comprendre comment cette maladie se propage et pourquoi elle est encore si dangereuse, nous devons la voir en action. Plus de 10 millions de personnes tombent malades de la tuberculose, ou TB en abrégé. Chaque année, environ 1 cas sur 25 sera une souche résistante aux médicaments, rendant le traitement et la guérison particulièrement difficiles, voire impossibles. En 2022, 3 millions de personnes sont mortes de la TBI. Mettons cela en contexte. La TB est la maladie infectieuse la plus mortelle. Elle tue plus de personnes que le paludisme et le VIH réunis. Et bien que le COVID-19 ait brièvement pris la première place pendant quelques années, la TB a de nouveau repris son titre mortel. Kenevonuo est une travailleuse ASHA. Cela signifie qu'elle est une bénévole de santé communautaire formée. Les ASHA sont souvent le seul lien entre les villages ruraux et les soins de santé formels. Et quand elle-même a contracté la TB, elle ne s'est pas cachée. Elle a suivi le plan de traitement complet de 6 mois, malgré la faiblesse, les effets secondaires et la peur. Mais ce n'était pas seulement une question de médicaments. Un après-midi, elle s'est assise devant chez elle et a raconté son histoire. Pas dans une clinique, pas lors d'un rassemblement, juste à son voisin. Cette conversation a eu un effet d'entraînement. En une semaine, 2 autres femmes sont venues discrètement lui demander où elle pouvait se faire tester. Une confession discrète est devenue un changement communautaire. Elle a dit plus tard, « J'avais aidé d'autres à traverser cela, mais quand c'était moi, j'avais l'impression d'avoir échoué. Ce n'est que lorsque j'ai parlé que j'ai réalisé à quel point cela pouvait être puissant. » Pour vraiment comprendre ce problème, nous devons remonter plus loin, un siècle en arrière. Il y a 100 ans, le vaccin Bacille Calmette-Guérin, communément abrégé en BCG, a été inventé. Il a joué et joue encore un rôle important dans la protection des enfants contre les formes les plus mortelles de TB. Mais pour quiconque est plus âgé, la protection est limitée. C'est particulièrement important à noter car 9 cas sur 10 dans le monde concernent des adultes et des adolescents, pas des enfants. Pour beaucoup, la partie la plus difficile n'est pas de suivre le traitement, c'est de dire les mots à haute voix. Plus tard, elle a parlé lors d'une campagne de santé en public. Sa guérison n'était pas juste une survie, c'était un catalyseur de changement. Le mot ASHA signifie espoir en hindi, mais cet espoir est construit sur l'endurance. La plupart des travailleuses ASHA marchent 10 à 15 km par jour, vérifiant les patients, aidant les nouvelles mères, livrant des médicaments. Elles sont payées en fonction des tâches, pas des heures. Il n'y a pas de salaire, pas de sécurité d'emploi. Elles aident aussi à identifier ce qu'on appelle les maladies non transmissibles. Des maladies de longue durée comme le diabète, le cancer ou l'hypertension. Ce sont des maladies qui ne peuvent pas être transmises d'une personne à une autre, mais elles causent maintenant plus de 60% des décès en Inde. Voici une note historique que vous ne connaissez peut-être pas. Le vaccin BCG utilisé pour prévenir la tuberculose a été développé il y a plus de 100 ans. Et pourtant, la tuberculose tue encore plus d'1 million de personnes par an. La médecine ne suffit pas. L'équité compte. Les sueurs nocturnes étaient pires. Les fièvres étaient pires. Mes problèmes respiratoires étaient pires. Je ne pouvais pas monter les escaliers. Je ne pouvais pas faire de tâches simples. J'ai perdu beaucoup de poids et je n'avais pas envie de manger. Je me sentais juste fatiguée tout le temps. Je suis allée à l'hôpital, ils ont refait une radio et j'avais la tuberculose.
Après qu'ils m'ont diagnostiqué la tuberculose, ils m'ont intubé parce que mon poumon s'était effondré. Dans le monde entier, l'équité passe toujours après la politique, les priorités et le financement. Les achats ne sont pas que des assistantes. Elles guident les mères pendant l'accouchement. Elles éduquent les familles sur la nutrition. Elles suivent les patients pendant des semaines, parfois des mois, pour s'assurer que le traitement continue. Elles sont tout dans les endroits où il n'y a rien d'autre. Mais elles sont toujours considérées comme des bénévoles. Un rapport de 2023 a estimé que les achats en Inde contribuent à plus d'1 milliard d'heures de travail non rémunérées chaque année. Cela vaut plus de 3000 crores de roupies, environ 280 millions de livres. Et pourtant, elles se battent encore pour des protections de base comme des gants, une assurance et un congé maternité. Peu de gens réalisent cette partie de l'histoire. Pendant le Covid, de nombreuses achats sont devenus la seule bouée de sauvetage pour leur village. Elles ont travaillé comme traceuses de contacts, soignantes et soutien en santé mentale, tout en gagnant moins de 40 livres par mois. Malgré tout, la décision de Kenny Vono de s'exprimer a fait une différence. Les taux de dépistage dans son district ont augmenté. Les villageois ont commencé à participer à des campagnes de sensibilisation à la tuberculose, et d'ici la fin de 2024, plusieurs blocs du Nagaland ont été officiellement reconnus comme travaillant vers un statut sans tuberculose. La guérison d'une femme a déclenché un changement dans tout son district. Je dirais à quelqu'un récemment diagnostiqué avec la tuberculose qu'il n'est pas seul, que c'est guérissable et qu'il peut s'en sortir. Si vous souhaitez explorer davantage, consultez Survivors Against TB sur YouTube, une plateforme dirigée par des survivants qui défient la stigmatisation et partagent des histoires personnelles puissantes. Visitez l'archive du peuple de l'Inde rurale ou Paris pour des reportages approfondis sur la vie rurale, y compris le travail des achats à travers le pays. Et apprenez-en plus sur Opération Asia, une organisation à but non lucratif de base qui apporte un traitement de la tuberculose à faible coût aux communautés mal desservies en Inde et au-delà. Kenny Vono ne s'est pas contentée de se remettre d'une maladie. Elle a aidé à démanteler une cause de silence. Parfois, la personne qui sauve des vies est celle que vous ne voyez jamais. La guérison ne porte pas toujours un stéthoscope. Parfois, elle porte un tablier ou transporte un panier d'herbes. Et voici quelque chose de curieux. Il y a plus de 1000 ans, les Incas utilisaient une technique de lyophilisation appelée charqui pour conserver les pommes de terre pendant des décennies dans des grottes de montagne. La conservation, il s'avère, ne concerne pas seulement la nourriture. C'est une question de mémoire, de survie et parfois de renaissance culturelle. L'odeur des tubercules cuits sur pierre emplit l'air, les fours en argile crépitent, et dans une cuisine étroite de La Paz, les mains bougent comme la mémoire, reconstruisant des saveurs presque perdues dans le temps. Ce n'est pas juste de la cuisine, c'est de la préservation culturelle. En novembre 2024, la chef Marciata a ouvert son premier restaurant solo, Arami, signifiant éclat de ciel en guarani, une langue indigène de Bolivie. Mais Arami n'a jamais été question de célébrité, il s'agissait de retrouver la fierté. Je m'appelle Marceta Mohamed et je suis la lauréate du prix de la meilleure femme chef d'Amérique latine, décerné par la liste des 50 meilleurs restaurants 2024. Mes origines sont boliviennes-palestiniennes. J'ai grandi à La Paz dans une maison pleine de femmes, tantes, cousines et grand-mères. Ma mère travaillait depuis que j'étais très jeune, donc j'étais gardée par ma grand-mère. C'est elle qui m'a montré les marchés locaux, la nourriture de rue et m'a introduit aux saveurs traditionnelles. Plus tard, j'ai grandi avec mon beau-père qui m'a appris à cuisiner dès mon plus jeune âge. Quand je finissais l'école, c'est ma mère qui m'a suggéré d'étudier la gastronomie il y a 17 ans et depuis lors, jusqu'à ce jour, je suis fièrement chef. Pour Marcia, cette fierté commence avec la terre et les saveurs dont elle se souvient encore. La Bolivie est l'un des pays les plus biodiversifiés au monde. Pourtant, son riche patrimoine culinaire a été marginalisé par les systèmes alimentaires mondiaux et les importations étrangères. Au fil du temps, des ingrédients autrefois vénérés par les communautés indigènes ont été rejetés comme dépassés ou non rentables. Un rapport de 2021 a révélé que plus de 60% des petits agriculteurs indigènes avaient perdu l'accès aux marchés locaux en raison des chaînes alimentaires industrielles. Des générations ont grandi déconnectées de leurs racines, souvent honteuses des aliments mêmes qui ont autrefois soutenu leurs ancêtres. Mais aujourd'hui, certains de ces ingrédients oubliés reviennent à la table, avec des histoires mijotantes à leur côté. Être choisi parmi tant de chefs talentueux d'Amérique latine me remplit de fierté et de responsabilité. Arami signifie petit morceau de paradis en guarani. Ce restaurant est un hommage à mon amour pour la forêt tropicale dans les terres amazoniennes de basse altitude. Ma cuisine vise à transporter les gens dans l'écosystème avec ses fruits diversifiés, ses racines et ses protéines amazoniennes. Nous voulons partager des histoires de ma Bolivie à travers ce petit morceau de paradis.
Marcia, formée à la cuisine classique européenne, s'est détournée du prestige pour arpenter les sentiers de haute montagne de ses ancêtres. En 2018, elle a cofondé Sabor's Sylvester's Wild Flavors, un projet collaboratif réunissant chefs, agronomes, scientifiques et communautés indigènes. Ensemble, ils ont voyagé dans plus de 50 régions rurales, cataloguant des ingrédients patrimoniaux et ravivant des techniques culinaires en voie de disparition. Mais sa leçon la plus puissante n'est pas venue de la cuisine, mais de la gratitude silencieuse de ceux pour qui elle a cuisiné. Parfois, la mission de Marcia a été accueillie avec scepticisme. Certains disaient que la nourriture indigène n'attirerait pas les convives. D'autres l'ont averti qu'elle poursuivait une fantaisie nostalgique. Mais un moment a tout changé. Dans un village reculé, une femme âgée a pleuré après avoir vu sa recette d'enfance préparée avec des haricots tarawi sauvages, servis aux invités comme un plat raffiné. C'est alors que Marcia a réalisé qu'elle ne préservait pas seulement des recettes, elle préservait la dignité. Et avec cela, sa mission est passée de la renaissance à la résistance. Et en même temps, c'est un clin d'œil à la Bolivie. Une célébration de tous nos beaux aspects, notre diversité culturelle, notre biodiversité en produits, écosystèmes, et tout cela qui me permet de créer une cuisine qui m'inspire et sur laquelle j'ai travaillé. Le travail de Marcia mélange gastronomie avec anthropologie, écologie et savoir indigène. En s'associant avec des anciens ruraux et des scientifiques, elle a aidé à positionner l'éco-gastronomie comme un outil de conservation et de résilience communautaire. Son programme a permis à plus de 300 producteurs ruraux de mettre en lumière des cultures indigènes comme l'oca et les algues cachuro. Prenons l'oca, par exemple. C'est une racine andine sucrée et colorée qui prospère dans des conditions froides et se conserve pendant des mois sans réfrigération. Les agriculteurs l'ont utilisé pendant des générations pour survivre aux hivers rigoureux, même lorsque rien d'autre ne poussait. Et puis il y a le poisson-pêche, un géant d'eau douce de l'Amazonie qui peut atteindre 3 mètres de long. Sa chair est noisette et dense, riche en nutriments. Jusqu'à récemment, il était pratiquement inconnu en dehors de la région. Ces ingrédients, autrefois négligés, sont maintenant célébrés. Saviez-vous ? Certains agriculteurs boliviens utilisent encore le chaquitacla, une charrue andine traditionnelle à pied qui remonte à plus de 1000 ans. Contrairement aux machines modernes, elle est conçue pour les terrains montagneux, permettant aux petits agriculteurs de travailler la terre sans endommager le sol ou l'eau. Beaucoup des agriculteurs avec lesquels Marcia collabore la transmettent encore, de génération en génération. Mais les défis ne sont pas seulement culinaires, ils sont systémiques. L'infrastructure alimentaire de la Bolivie souffre de routes médiocres, de manque de réfrigération et d'exclusion du marché. Les programmes gouvernementaux privilégient souvent les cultures exportables, pas celles ancestrales. Et l'agriculture industrielle continue de déplacer les cultivateurs traditionnels. C'est pourquoi Marcia ne se contente pas de s'approvisionner de manière éthique. Elle construit des réseaux de commerce équitables, garantissant que les cultivateurs indigènes reçoivent reconnaissance, revenus et dignité. Je pense que lorsque vous goûtez ma cuisine, vous devez venir avec un esprit ouvert, car vous trouverez non seulement de nouvelles saveurs, mais aussi de nouveaux ingrédients. Et parmi ces nouveaux ingrédients, vous pourriez tomber sur une queue de lézard ou un insecte. Mais je ne servirai jamais rien qui ne soit habituellement consommé. Et l'impact ? Il est tangible. De jeunes chefs se rendent dans la forêt tropicale pour apprendre des recettes oubliées. Les agriculteurs, autrefois ignorés par les marchés urbains, sont maintenant fournisseurs pour les meilleures cuisines. Et les Boliviens, jeunes et vieux, retrouvent de la fierté de leurs assiettes. Marcia a déclenché une renaissance culturelle, rappelant aux gens que leur nourriture n'est pas seulement une source de nourriture, c'est mémoire, identité, résistance. Et pour la prochaine génération, cette mémoire devient un mouvement. Ces 4 dernières années, nous avons beaucoup recherché, explorant les cultures indigènes, les communautés où ces ressources sont conservées, souvent sans atteindre les villes, mais préservées par les communautés indigènes à travers leur consommation et leur transformation. Donc, ce que ma cuisine vise à faire, c'est d'apporter ces aliments, cette culture, ces techniques et paysages dans ma cuisine pour partager ce qui se passe dans ces lieux. Le chef a également souligné l'importance des techniques anciennes comme la lyophilisation des tubercules dans les hautes terres et l'utilisation d'ingrédients amazoniens uniques comme les larves de toyotuge ou la danse du gros derrière. Si vous souhaitez en savoir plus, suivez ses Real Voice Marcia Taha sur Instagram pour des aperçus des coulisses de la renaissance culinaire de la Bolivie et de son travail avec les communautés indigènes. Gustu Restaurant, une cuisine bolivienne pionnière de la gastronomie durable où le parcours de Marcia a d'abord attiré l'attention mondiale. Et pour un contexte plus large sur le patrimoine alimentaire d'Amérique latine, consultez Latin America in Focus, un podcast partageant des histoires de culture, de terre et d'innovation à travers la région. Marcia n'a pas seulement ouvert un restaurant, elle a rouvert une conversation entre la terre et la mémoire, entre la science et l'histoire. Alors la prochaine fois que vous essayez quelque chose de nouveau, demandez qui l'a cultivé, quelle voix porte-t-il. Quand nous soutenons des systèmes alimentaires durables, nous ne faisons pas que mieux manger, nous restaurons une relation. Tout comme la nourriture peut raviver la mémoire et régénérer la terre, elle peut aussi réveiller quelque chose de plus profond, notre sentiment d'appartenance. Et dans un monde où le savoir ancestral est souvent considéré comme obsolète, le voyage de Marche nous rappelle que tout ce qui est ancien n'est pas dépassé.
Une partie est de la sagesse, une autre de la science, et une autre pourrait bien être le plan de notre survie. Ce qui soulève la question, combien du futur est déjà là, caché à la vue de tous dans les cuisines, les forêts, les recettes oubliées. Certaines histoires résonnent plus fort dans le silence. Saviez-vous que la NASA étudie les systèmes agricoles andins anciens pour construire des modèles de sol plus résilients pour la colonisation spatiale? Que le vaccin BCG, développé il y a plus d'un siècle, est encore administré à plus de 100 millions de nourrissons chaque année? Et que les travailleuses achats en Inde parcourent l'équivalent de la circonférence de la Terre tous les 3 jours sans salaire formel. Ce n'est pas juste un pouvoir silencieux, c'est un impact. Et cela mérite reconnaissance, droit et le respect qui lui a longtemps été refusé. Si l'une de ces histoires vous a marqué, explorez davantage à travers ces voies indépendantes. TB Proof, un réseau mondial de survivants et de médecins travaillant pour mettre fin à la stigmatisation et à l'inégalité de la tuberculose. Rural Women's Assembly, un mouvement de base amplifiant la souveraineté alimentaire des femmes rurales à travers le Sud global. People's Archive of Rural India, des récits puissants des communautés rurales de l'Inde dans leur propre voix. Slow Food, Youth Network, un mouvement de jeunes acteurs du changement, réimaginant la justice alimentaire et la préservation du patrimoine Fonds pour l'agroécologie, soutenant l'innovation dirigée par les agriculteurs et la justice environnementale à travers les systèmes de connaissances agroécologiques. Indigenous Food Lab, une initiative culinaire dirigée par des autochtones restaurant le savoir alimentaire traditionnel dans les communautés indigènes. Si quelque chose a éveillé votre curiosité, suivez-le. Si quelque chose a adouci votre cœur, souvenez-vous-en. Et si quelque chose vous a appelé à agir, n'attendez pas. Si vous avez apprécié cela, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de partager Radiant Reports avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu de lumière aujourd'hui. Merci de m'avoir rejoint ici sur Radiant Reports. Continuez à questionner, restez curieux et surtout, prenez soin de vous.